Le 8h30 France Info sur France Info Radio et le canal 27 de la TNT. On est avec Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de France Info. Bonjour Jean-Jérôme. Bonjour Hercine, bonjour Patrick Mignola. Bonjour. Notre invité ce matin, Patrick Mignola, donc président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Alors, on va commencer par parler de la COP26 qui s'ouvre aujourd'hui à Glasgow, en Écosse, conférence mondiale sur le climat. On est très loin de tous les objectifs qui ont été fixés. Honnêtement, ces conférences, elles servent à quoi ? À relancer la dynamique. Depuis 2015, il y a eu des efforts qui ont été faits. On ne peut pas dire que rien n'a été fait, mais on est, comme vous l'avez très bien dit, loin de la balle, loin des objectifs. L'objectif, on le rappelle, c'était 2050, un réchauffement de la planète limité à 1,5 degré ou à 2 degrés. Ça n'arrivera pas, manifestement. Aujourd'hui, on est en difficulté parce qu'il faudrait un mouvement mondial. Et on a du mal, en particulier, à convaincre les États-Unis et la Chine. C'est exactement ce à quoi doit servir un sommet de ce type-là, pour que les Européens, qui ont probablement un peu d'avance, à la fois dans la conviction et dans les initiatives qui sont prises, puissent convaincre leurs partenaires. Et puis, il y a, au-delà du volet atténuation du réchauffement climatique, il y a aussi un volet qui, je crois, est très important pour toutes les populations du monde, et pour les plus jeunes en particulier, il y a le volet adaptation. Parce que quoi qu'il arrive, même si on faisait les efforts les plus surhumains pour parvenir à atteindre cet objectif, 1,5 degré ou 2 degrés de plus en 2050, c'est d'énormes changements dans nos vies quotidiennes, sur les littoraux, sur l'agriculture, sur la viticulture, par exemple, en France. Et d'ores et déjà, il faut qu'on lance un plan stratégique. Donc voilà, qu'on arrête les incantations et les génuflexions. Aujourd'hui, je crois que la grande majorité des pays du monde sont persuadés qu'il faut faire quelque chose, mais que non seulement on agisse notamment sur l'énergie, produire de l'énergie propre, et à côté de l'énergie, avoir des plans métier par métier pour qu'on s'adapte aux nouvelles situations. L'énergie propre, ça veut dire qu'en France, ça passe par la relance de la filière nucléaire ? Oui, en fait, c'est mathématique. Là, on n'est pas dans une théologie. On regarde, même si on fait tous les efforts nécessaires pour réduire nos consommations d'énergie. Parce que la meilleure énergie, c'est évidemment celle qu'on ne consomme pas. Il faut qu'on puisse développer de l'énergie verte, non carbonée, qui n'émet pas des gaz à effet de serre. Ça, c'est le nucléaire. Parce que ce sont les gaz à effet de serre qui font monter la chaleur de la planète. Ça veut dire nucléaire, ça veut dire hydroélectricité. C'est très important parce que en France, nous sommes des leaders en matière d'hydroélectricité et de nucléaire, donc ça permet d'avoir une indépendance énergétique, de ne pas être dépendant par exemple du gaz russe, et évidemment les énergies renouvelables. Une toute petite question, le président de la République, Emmanuel Macron, doit s'exprimer avant la fin de la COP26, le 12 novembre, sur la politique énergétique en France ? Probablement, puisque on va avoir devant nous une obligation qui est de convaincre nos partenaires européens. Vous savez, en matière de climat, au même titre qu'il y a eu un plan Marshall, je crois qu'avec la présidence française de l'Union européenne au 1er janvier, on pourrait avoir un plan Macron pour le climat au niveau européen. Ça veut dire discuter avec nos partenaires allemands, qui eux ont arrêté le nucléaire, mais sont en grande difficulté parce que maintenant ils émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre que nous avec leurs centrales à charbon. Ils sont en train de discuter dans la nouvelle coalition dans laquelle il y a les écologistes pour savoir s'ils arrêtent en 2035 ou en 2030 leurs centrales à charbon. Il y a évidemment les discussions avec l'Europe de l'Est, avec la Pologne. On voit bien qu'il y a des discussions très dépendante au charbon. Au niveau européen, il y a les discussions pour savoir au niveau européen si le nucléaire est une énergie décarbonée et verte. Exactement. Merci Lebovic. Alors, et c'est une occasion formidable pour l'Europe de créer demain des produits décarbonés, donc c'est même une opportunité commerciale de par le monde. Patrick Mignola, on va passer à la crise sanitaire maintenant. Je voudrais commencer par une question qui peut sembler annexe, mais qui ne l'est pas forcément, celle de ces terrasses éphémères, qui finalement ne le seront pas, puisque le dispositif va être reconduit chaque année. Elles doivent être théoriquement remisées demain. Ça pose énormément de problèmes à beaucoup de municipalités dans certains arrondissements, de Paris, de Marseille, et aux riverains aussi. Vous en dites quoi ? Moi, j'en dis que si on regarde ce qui s'est passé avec la crise Covid, on a quand même envie de se réunir à nouveau, mais si possible à l'air libre. Oui. Vous avez remarqué comme c'est difficile aujourd'hui de refréquenter des cinémas. Les gens regardent le cinéma de chez eux avec Netflix, mais ils vont de moins en moins au cinéma parce qu'ils aiment pas les endroits fermés. Et quand vous avez un restaurant, c'est beaucoup mieux d'avoir une terrasse, y compris l'hiver. Oui, et quand vous êtes un riverain qui habite au-dessus, là c'est un problème. En fait, vous avez deux choses à faire pour les terrasses extérieures. D'abord, elles sont souvent chauffées. Donc,
on retrouve le sujet précédent, comment on arrive à chauffer des terrasses, mais de manière décarbonée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable, grâce aux énergies renouvelables, grâce au nucléaire, grâce à l'hydroélectricité, de chauffer des terrasses sont plutôt les nuisances et l'occupation de l'espace public. Et la deuxième chose, c'est effectivement qu'on soit capable d'amoindrir le bruit. Alors vous savez, on a fait ça dans les établissements scolaires. Moi, quand j'étais maire, j'avais mis des objets sur tous les restaurants scolaires qui permettaient d'amoindrir le bruit. Des tables qui font moins de bruit, des chaises qui font moins de bruit, et vous avez des gros blocs de mousse qui avalent le bruit. Si on veut arriver à vivre ensemble... Sérieusement, vous pensez que des blocs de mousse vont permettre de résoudre ce genre de problème? Eh ben, écoutez, à l'Aravoire où j'étais maire, on a fait baisser de 20 décibels la moyenne du bruit émis. Eh ben, si on arrive à mettre des blocs de bruit, des blocs anti-bruit, et qu'en même temps, on fait de l'énergie décarbonée, eh ben, dans ce cas-là, vous arrivez à faire vivre les gens en terrasse sans trop déranger le voisinage. Vous savez, dans cette société, il faut qu'on arrive à se supporter un peu les uns les autres. Des terrasses sous conditions. Et faut-il avoir également un pass sanitaire? Eh bien, sous conditions, ou plutôt, effectivement, est-ce qu'on pourrait se passer de son utilisation à certaines conditions? Aujourd'hui, le Sénat met en garde la majorité parlementaire et le gouvernement. Écoutez, Philippe Bas, c'est le rapporteur du projet de loi sur la vigilance sanitaire. Quand, dans un département, nos concitoyens sont très largement vaccinés, plus besoin du pass sanitaire. Et quand, au contraire, ils ne sont pas assez vaccinés, alors oui, le pass sanitaire peut éventuellement être reconduit si le gouvernement le décide. Est-ce que ça n'est pas tout simplement du bon sens, Patrick Mignola, comme d'ailleurs la volonté du Sénat de limiter l'application du pass sanitaire jusqu'au 28 juillet et non pas, comme vous le souhaitez, jusqu'au 31 juillet 2022 ? Écoutez, je vais vous dire, Jean-Jérôme Bertolus, moi je crois que le Sénat ne doit pas faire de politique politicienne. Moi j'ai beaucoup de respect pour les sénateurs, j'ai beaucoup d'amis sénateurs, à commencer par Hervé Marseille, qui est le président du groupe Union Centriste. Mais franchement, nous rentrons dans une période électorale. Est-ce qu'on imagine sérieux de revoter une loi, de prévoir maintenant qu'on va voter une loi en février à un mois ou un mois et demi du premier tour de l'élection présidentielle? Ce sera l'objet de toutes les polémiques. Ce sera l'objet de tous les affrontements. On va prendre en otage la santé des Français, alors que, en cette période électorale, et avec une éventuelle reprise épidémique qu'on voit poindre ici ou là, il faut se laisser les moyens d'utiliser le pass sanitaire et les mesures de freinage. Vous savez, moi j'ai été donc un de ceux qui a le plus on va s'interrompre pour le rappel des titres, mais d'un mot, pas de compromis avec le Sénat. Non, mais si le compromis, c'est de dire que on doit débattre, eh ben effectivement, c'est précisément le groupe Modem par la voix de Philippe Vigier qui a demandé à ce qu'il y ait un débat au mois de février sur le sujet sanitaire. Il y aura un débat, mais refaire une loi tous les 3 mois, alors que l'objectif c'est de protéger les Français, je crois que ce serait pas une bonne mesure. Patrick Mignola, invité du 8h30 France Info. Voici le fil info avec Diane Ferté. Patrick Mignola, le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, qui est l'invité du 8h30 France Info ce matin. Jean-Jérôme Bertolus. Encore un accident de chasse, cette fois en Ille-et-Vilaine. Les Verts veulent interdire la chasse à certaines périodes. Écoutez l'explication d'Eva Sas, la porte-parole d'Écologie Les Verts. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est un peu l'otage du lobby des chasseurs, alors que la majorité des Français sont plutôt pour un encadrement de la chasse. Et nous, c'est ce que nous proposons. Il faut avoir un accès égal à la nature et qu'on puisse se promener tranquillement, effectivement, le week-end et les vacances scolaires. Donc, nous demandons effectivement l'interdiction de la chasse sur ces périodes-là. Est-ce qu'il ne faut pas réguler un petit peu la chasse? Est-ce que ces accidents font pas un peu peur à tous les Français qui sortent pas leur fusil le week-end ou durant les vacances? Moi, j'ai une expérience personnelle très difficile sur ce sujet, puisque je vous rappelais tout à l'heure que j'étais maire. J'ai un de mes adjoints qui a été tué par un chasseur sur un de ses terrains où il cueillait des champignons il y a quelques années, et ça a été un drame pour sa famille, pour toute la commune. Et bien sûr qu'il faut mieux réguler. Vous savez, les associations de chasse font bien le travail, mais elles peuvent encore faire des efforts, que ce soit sur un meilleur encadrement de ceux qui détiennent des cartes de chasse, des permis de chasse, que ce soit sur certaines pratiques qui paraissent plus vraiment adaptées à l'époque.
Par exemple, mais on peut pas. Vous avez certaines pratiques de chasse où on voit bien aujourd'hui qu'il y a une souffrance animale. On a légiféré sur le bien-être animal à l'Assemblée nationale et on peut pas continuer dans ces conditions-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais Quand on n'est pas chasseur, excusez-moi, mais moi je suis. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi les pratiques qu'il faut bannir aujourd'hui? Sur les pièges où vous pouvez avoir des animaux qui vont être emprisonnés. Donc ça c'est pour la protection des animaux et en souffrance pendant des heures et des heures. Et pour éviter ce type d'accident. Mais je trouve que la vision des écologistes, enfin de ELV en l'occurrence, parce que tous les écologistes sont pas ELV heureusement, c'est une vision hyper radicale. Parce que si demain vous interdisez la chasse le week-end, vous interdisez la chasse tout court. Parce que des chasseurs, il n'y a pas que des retraités, on va pas à la chasse le mardi et le mercredi uniquement. Et si vous affrontez deux radicalités, d'un côté les chasseurs qui ne veulent pas bouger, alors qu'ils doivent bouger, et ils doivent l'entendre, et de l'autre les écologistes qui veulent interdire la chasse, ben on s'en sortira pas. Moi je rêve, et puis on doit y arriver dans une société moderne quand même, que des écologistes et des chasseurs puissent se mettre autour de la table et regarder comment on fait évoluer. Il faut une table ronde sur la chasse aujourd'hui. Mais évidemment, vous demandez une table ronde où les gens se comprennent, et au lieu de rester sur des positions bloquées, en appelant de part et d'autre, comme l'a fait Vassas à l'instant, à l'arbitrage du président de la République, mais que les gens se parlent. Mais vous dites que les chasseurs doivent bouger. Dans oui. Quel sens? Vous avez deux situations. La première situation, il faut une meilleure surveillance des permis de chasse. L'accident auquel je faisais référence tout à l'heure, c'était une personne à laquelle on avait enlevé son permis de chasse, pour des raisons personnelles sur lesquelles je n'ai pas à revenir, mais finalement, ses amis continuaient de l'emmener chasser. On peut pas se permettre ça. Parce que ça, on se met dans l'illégalité. Donc, il y a pas suffisamment de contrôle. Voilà, il faut qu'il y ait plus de contrôle et un autocontrôle. Et en plus, les sociétés de chasse sont responsables de la part des sociétés de chasse. Et aujourd'hui, elles sont suffisamment responsables pour le faire. Et vous avez, de l'autre, de la part des écologistes, la nécessité de comprendre que dans la société, on peut pas avoir un modèle unique. Vous savez, quand les écologistes vous disent ce que vous avez le droit de faire et pas faire, la façon dont vous devez vous déplacer ou pas, la façon dont vous devez manger ou pas, la façon dont vous devez choisir vos loisirs ou pas, je pense que ça fonctionne pas dans la société. Il n'y a pas un modèle unique. Moi, je suis assez favorable à un modèle de liberté, mais de responsabilité. C'est quoi le modèle unique? Une dernière question. Le modèle unique, c'est celui où vous mangez plus de viande, où vous avez l'interdiction d'habiter dans des maisons individuelles, où vous mangez plus de fromage. C'est pas tout à fait ce que disent les écologistes. Et puis vous avez plus le droit de chasser non plus. Moi, je pars du principe que quelque part, on a le droit de vivre. Patrick Mignola, c'est une question sensible, soyons concrets. Vous dites et plus de contrôle de la part des sociétés de chasse vis-à-vis de leurs adhérents. Et vous demandez quoi aussi? Plus de formation, d'un mot, plus une meilleure formation des chasseurs, alors que le permis de chasse a vu son prix baisser ces derniers temps? Oui, il faut un meilleur accompagnement. Il faut vérifier à période régulière que les personnes ont une santé physique, psychologique qui leur permet de chasser. Mais comme on le fait dans n'importe quel club de sport d'ailleurs, à chaque fois on vous demande un certificat médical. Les chasseurs doivent entendre qu'ils doivent évoluer de la même façon qu'ils doivent entendre qu'on n'est pas sur la ligne des écologistes qui veulent tout interdire. La transition est un petit peu difficile, mais quand même. Il y a quelques semaines, vous avez noté effectivement qu'Emmanuel Macron était dans un refuge de la SPA, la Société protectrice des animaux. Et à cette occasion, Emmanuel Macron a indiqué un chasseur, il aime son chien, il aime les animaux, sinon il ne ferait pas de chasse. Ma question, c'est, est-ce que le président de la République est d'ores et déjà candidat, mais sans le dire? Alors, il n'est pas candidat, parce que sinon on serait certainement au courant, mais il est probablement un candidat crédible sans s'être déclaré, alors que d'autres candidats déclarés sont moins crédibles. Enfin, si je regarde la course des petits chevaux à droite, ou la course à la démago à gauche, effectivement, voilà, moi je suis relativement impatient, en fait, qu'il soit candidat, pour que on essaye de revenir dans un débat public un peu sensé, un peu responsable, qui défende un modèle, que face à un problème, on propose des solutions plutôt que trouver des coupables. Vous voyez, ce modèle français d'une grande démocratie humaniste qui défend la liberté, la justice sociale, l'engagement écologique, bah aujourd'hui, il est le seul à le porter, et au moment où il rentrera dans le débat public, peut-être qu'on passera un peu moins de temps dans les polémiques telles qu'on les voit se dérouler. Est-ce qu'il faut que ça arrive vite, notamment pour répondre à Marine Le Pen et à Éric Zemmour?
Pour vous, ça n'a pas d'importance. Vous avez une difficulté qui est la présidence française de l'Union européenne. Je l'évoquais tout à l'heure. La France va présider aux destinées de l'Europe à partir du 1er janvier. Et c'est certainement ce que le président de la République a dans l'esprit pour décider ou non de déclarer sa candidature à l'élection présidentielle. Ça n'empêche pas de commencer à se préparer, et tous ses amis, tous ceux qui ont envie qu'il soit candidat... Mais l'atmosphère actuelle de ce qui se dit, des idées qui sont débattues, ne nécessite pas une entrée plus rapide du président de la République dans cette campagne, selon vous? Écoutez, l'atmosphère actuelle à laquelle vous faites référence, où effectivement, pour le moment, on est dans la recherche de boucs émissaires. Moi, j'ai bien compris qu'on avait l'extrême gauche qui s'agitait beaucoup pour expliquer que tout ça était la faute des riches, que l'extrême droite s'agitait beaucoup pour expliquer que tout ça était la faute des musulmans. Il faut laisser se dérouler le concours de boucs émissaires, et puis à un moment donné, revenir à une forme de rationalité où on parlera des véritables problèmes des Français, et y compris du problème de l'identité. C'est une question, l'identité. C'est normal, après la crise qu'on vient de vivre et après dans les évolutions scientifiques et technologiques qu'on vit tous, que les Français puissent s'interroger sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils vont devenir. Mais il faut apporter des réponses à ça, et il ne faut pas désigner des coupables. Patrick Mignola, invité du 8h30 France Info, l'heure du fil info pour l'instant 9h-10 avec Diane, président du groupe Modem à l'Assemblée. Patrick Mignola est l'invité du 8h30 France Info ce matin. Jean-Jérôme Bertolus. Encore une question politique, Patrick Mignola. Est-ce que la majorité présidentielle va s'organiser? Est-ce que cette fameuse maison commune, ce parti commun qui pourrait réunir dans un premier temps le Modem et la République En Marche, va être porté sur les fonds baptismaux, on dit, le dernier week-end de novembre? Oui, bah c'est déjà le cas très largement à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'on travaille très bien entre les deux groupes de la majorité. Là, vous contournez. Et il faut aussi... Non, j'essaie d'expliquer que ça existe déjà, et là où ça existe, ça marche. Et donc, là où ça n'existe pas, c'est-à-dire dans les partis, effectivement, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on fasse ce rapprochement. C'est-à-dire que d'ici la fin du mois de novembre, il faut qu'on soit prêt. Alors, c'est ça la nouveauté. Je sais pas, vous savez, vous avez Richard Ferrand et François Bayrou s'en occupent. Sur les sujets de partis politiques, en général, il faut pas être plus de 2 ou 3, sinon ça fait vite 5 ou 6 avis différents. Donc moi, je fais toute confiance à ces deux personnalités éminentes pour que se construise au fond, ce grand mouvement central de la vie politique française, tout simplement parce qu'il faut qu'on soit prêt à aller sur le terrain. La campagne, elle va pas se faire que sur les réseaux sociaux et en visio. Et donc, on a des groupes parlementaires qui fonctionnent, il faut un parti qui fonctionne, il y a des associations qui se créent, d'élus locaux soutenant le président de la République pour sa réélection. C'est très bien. Je veux dire, il faut qu'on retourne sur le terrain, puis ce sera très agréable de se retrouver un peu plus. En tout cas, nous, il faut qu'on soit prêt, qu'on fasse les choses sérieusement pour que le moment venu, quand le président de la République décidera d'être candidat, on soit prêt à aller au contact. Autre question, mais une question très sensible. Après le suicide de Dina, cette adolescente de 14 ans qui avait été harcelée dans son lycée, le député Modem du Haut-Rhin, Bruno Fuchs, indique qu'il veut déposer une proposition de loi sur le harcèlement scolaire. Est-ce que vous, en tant que patron du groupe Modem à l'Assemblée, vous allez soutenir cette initiative d'un nouvel encadrement, en quelque sorte, enfin, ou d'une nouvelle manière de réprimer le harcèlement scolaire? Non seulement je la soutiens, mais le gouvernement le soutient également, puisque Jean Castex, avec qui j'en ai parlé la semaine dernière, m'a donné son accord pour que le gouvernement soutienne cette proposition si nous la déposons. Donc on aura une semaine de l'Assemblée nationale au mois de décembre. Donc la loi est déposée, ce sera une loi Balanant, puisque Erwan Balanant, qui est député Modem également, avait fait un rapport sur ce sujet très fouillé, très précis, a déposé une proposition de loi. Et aujourd'hui, on va travailler avec bien sûr le ministre de la Justice, avec le ministre de l'Éducation nationale. On va rencontrer très rapidement les syndicats d'enseignants, parce qu'il faut travailler à leur côté, parce qu'évidemment il ne s'agit pas de mettre en cause la communauté éducative, au sens large du terme, personnel enseignant, personnel non enseignant. Mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter, cette loi ? Une qualification pénale autonome, et il faut qu'on discute de ça justement, parce que ça peut éventuellement effrayer les acteurs quand vous créez une qualification pénale autonome. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez un délit de harcèlement qui existe dans notre droit, vous avez eu une qualification pénale sur le harcèlement moral, une qualification pénale sur le harcèlement sexuel, et on peut en faire une sur le harcèlement scolaire. Pourquoi ? Vous avez 2 objectifs. Le premier objectif, c'est d'envoyer d'abord un message à l'ensemble de la société. La communauté éducative, je le disais, c'est les enseignants, les non-enseignants, ce sont les parents d'élèves, ce sont les personnels de direction, c'est chacune et chacun dans la société qui doit lutter contre ces drames. Mais ça changera quoi, pardon, pour les harceleurs de savoir qu'il y a
délit particulier? D'abord, vous pouvez particulière. souvent, il n'y a pas qu'un seul responsable. Mais ça peut arriver. Donc, quand il y a un seul responsable, il pourra être condamné. On sait bien que ça peut arriver dans certains établissements d'avoir le grand qui essaye d'ennuyer, d'embêter, de harceler. Et puis, on sait comment tout ça peut finir en tragédie. Mais au-delà, c'est un travail de prévention. Comme vous le savez, dans les entreprises, quand on a créé un délit sur le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, dans toutes les entreprises, on a mis en place des procédures d'alerte, des référents qui sont en charge de détecter les difficultés et d'accompagner. La question, en fait, c'est pas de trouver le coupable en aval pour le condamner, c'est de faire de la prévention en amont. Donc ce sont des personnels en plus, par exemple, dans les établissements scolaires. Ce sont des personnels qui sont formés à la détection. Pas supplémentaires, peut-être des enseignants, peut-être des administratifs. Exactement, parce que quand vous avez ça dans l'entreprise, vous savez, moi je pense que dans le monde scolaire, on manque d'infirmières et on manque de psychologues. Et pas seulement d'ailleurs sur le sujet du harcèlement scolaire. Dans notre société, on a besoin d'un meilleur accompagnement des enfants. Et il y a évidemment le rôle prééminent des parents, mais on élève bien un enfant qu'à travers une communauté, à travers un parent collectif. Mais là, où il y a l'école, il y a les associations, il y a les parents, et il y a toutes celles et ceux qui peuvent porter une attention, une sensibilité particulière des enfants, et ça vaut pour lutter contre le harcèlement scolaire, et ça vaut aussi pour la réussite scolaire. Une dernière question, donc cette proposition de loi soutenue par le gouvernement sera débattue à l'Assemblée en décembre. Est-ce que vous avez bon espoir de la faire voter avant la fin de la mandature? C'est ça l'objectif. De toute façon, aujourd'hui, il faut pas mentir aux Français. On arrive bientôt à la fin de la législature, donc toute initiative nouvelle qu'on prend, il faut qu'on soit sûr de pouvoir la faire aboutir. Et donc ce sera une discussion ensuite avec le Sénat. Je compte sur Marc Fesneau, mon collègue ministre des Relations avec le Parlement, mon collègue du Modem, pour qu'il puisse l'inscrire ensuite au Sénat. Moi, je ne doute pas, parce que les sénateurs y sont très sensibles aussi, que nous pourrions voter avant la fin de la législature, c'est-à-dire avant la fin du mois de février, une loi sur le harcèlement scolaire, et ce serait, je crois, avec le revenu d'engagement jeune, avec le contrat un jeune, une solution, ce serait une bonne façon de terminer cette législature en la mettant sous le signe de la jeunesse et de la réussite. Une toute dernière question qui n'a rien à voir. Après les JO qui vont se tenir à Paris en 2024, JO d'été, donc vous êtes de Savoie, je le rappelle. Est-ce que vous seriez pour, il y a une petite musique qui commence à monter, que la France présente sa candidature pour les JO d'hiver en 2032 ? Ben oui, et puis vous le dites très bien, moi je trouverais ça formidable parce qu'on a vécu l'expérience d'Albertville 1992, avoir les Jeux Olympiques de nouveau dans les Alpes, ce serait bien, et ce serait une candidature de la France, parce que même si je suis savoyard, ça peut pas être qu'une candidature personnelle. Je suis d'accord avec Laurent Wauquiez, une fois n'est pas coutume, qui disait que ça pouvait être une candidature des Alpes. Savoie, Haute-Savoie, Isère, au fond, et peut-être même aux Alpes, que les Alpes françaises puissent recevoir les JO, ce serait une formidable perspective. Merci Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, invité du 8h30 France Info ce matin.